Bon, déjà, bonjour à tous. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va pas vous parler d'une évolution de la supply chain chez Michelin, mais carrément d'une révolution. Ouais, ouais, j'y vais franco. Si je vous dis 400, qu'est-ce que ça vous inspire? Effectivement, souvent on me dit ah, HTTP, mais en fait, pour faire notre révolution, on a fait plus de 400 microservices. Et si je vous dis 1200? 1200, c'est le nombre de Kafka topics qu'on a utilisé pour faire cette révolution. Et si je vous dis 6,2 millions? Alors, c'est pas le nombre de messages, mais c'est le nombre de commandes qui passent par notre outil, parce qu'on a un outil de supply chain. Donc, ok, on vous a lancé des gros chiffres, etc., mais il y a une début d'histoire à raconter. Et là, je vais laisser... Oh, pardon, Pas trop vite. je vais trop vite. Oh, ça marche. Alors moi, je vais pas vous parler de data platform, mais je vais vous parler de ce qu'on a construit avant la data platform pour rendre la vie facile aux data platform. Je suis les conseils de la dame. Euh, donc, la supply chain chez Michelin, on vend des pneus, pour ceux qui ne le savaient pas. On en vend quelques-uns, à peu près 200 millions par an, sur 80 usines réparties partout dans le monde. Et donc, on a des magasins de stockage, une cinquantaine de par le monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Europe par jour, 2000 camions partent avec des pneus Michelin dedans. Donc, il faut orchestrer tout ça. Et justement, on avait un orchestrateur, donc un système un peu monolithique, basé sur une techno Oracle, qui orchestrait tous ces processus importants pour nous, parce que s'ils ne s'exécutent pas, on ne vend pas de pneus et donc on ne vend pas d'argent. Donc c'est critique pour nous. Le problème, c'est que c'était au bout d'un certain temps, c'est devenu un point vraiment de faiblesse de notre système d'information. C'est-à-dire que quand l'orchestrateur tombait, tout le monde était en panique chez Michelin, puisque plus rien, les camions partaient plus des magasins. Donc on ne pouvait pas vivre avec ce point de faiblesse. On avait aussi l'équipe qui gérait cet orchestrateur. Pour vous donner un ordre grand, il devait maîtriser les processus supply chain, logistique, order to cash, un peu de manufacturing. Donc, dans la tête de quelqu'un, dans une entreprise de la complexité de Michelin, ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc, c'était devenu ingérable pour ces gens-là de garder cette complexité. Et le dernier problème, c'est que c'était une technologie un petit peu âgée, qui datait de 2012. Donc, on a décidé d'à peu près tout revoir. Et on l'a fait on en a voulu découper ce monolithe pour rendre la donnée disponible à tous ceux qui en avaient besoin. Donc avant, on avait un orchestrateur avec une base de données dessous. Toutes les données étaient là et accessibles à personne, puisque vous êtes du monde de la data. Moi, les gens du monde de la data passent leur vie à m'expliquer qu'ils ont besoin de données et ils n'y ont jamais accès. Ça vous arrive sûrement jamais, mais chez nous, c'est tout le temps le cas. Donc on s'est dit, bon, stop aux bases Oracle, un système fermé où personne ne pouvait accéder à tout ça. On a complètement déconstruit ça, vous l'avez compris, à base de Kafka, d'événementiel et de streaming. Et la donnée, elle est perpétuellement en mouvement et continuellement accessible. Alors on le flotte dans un data lake, on a toutes les technos data lake à peu près qui existent, Azure, Databricks, Snowflake et j'en passe. On a même de l'Amazon, mais on peut faire ce qu'on veut sans avoir besoin de demander l'apparition. La donnée est disponible. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça, en plus des problèmes qu'on vous a cités. C'est encore Mais moi. on peut... Donc, en 2020, pile poil au moment du premier confinement, donc super timing, on a décidé de lancer une équipe pour faire cette fameuse révolution dont tu parlais. Donc, on a fait évoluer notre orchestrateur Oracle, qui s'appelait Deo pour la blague, et on l'a fait évoluer sur Kafka avec ces fameux microservices du Kubernetes. Donc, un gros projet, premier confinement. Donc, je crois qu'on a démarré le vendredi, confinement mardi. Donc, pour faire une équipe motivée, ça a été un peu compliqué. On est resté 2 mois chez nous, mais on a quand même lancé le projet. Et 3 ans plus tard, alors ça peut paraître long, mais chez nous, c'est pas très long. 3 ans plus tard, on a décommissionné ce fameux orchestrateur avec tous ces topics et ces données qui étaient disponibles. En termes de contexte, l'orchestrateur dont je parle, il était au milieu de 150 applications, supply chain, logistique, donc une petite complexité à gérer.
On parle en termes d'objets, donc ce qu'on retrouve dans les topics, il faut quand même des gens qui nous achètent des pneus. On avait des systèmes qui expédiaient les pneus, des systèmes qui les réceptionnaient, des systèmes dans les magasins expéditeurs, les magasins récepteurs. On avait aussi tout un ensemble autour de l'optimisation du transport. Hein. Donc, quand on met 2000 pneus dans un camion, il faut qu'on optimise comment on les range, etc. Il faut qu'on fasse appel à des sociétés de transport en permanence. Et puis, bien sûr, des référentiels, produits, clients, j'en passe et des meilleurs. Donc, l'orchestrateur dont je parlais, qui était devenu le point de faiblesse, 150 applications autour, ça fait un écosystème complexe et on devait changer tout ça sans faire trop de tests, sans faire Big Bang, le plus vite possible en plein Covid. Donc, ça a été intéressant. Bien sûr, c'est 24/24, on est un business mondial. Ouais, c'est surtout qu'on fonctionnait beaucoup par un système de batch, de fichiers. Et j'allais avancer sur les slides. Et surtout des technos du style IBM MQ ou CFT pour certains qui peuvent connaître. Donc beaucoup de fichiers, beaucoup à base de fichiers. Voilà notre contexte applicatif. Donc, comment faire ça le plus vite possible sans disrupter notre business? On avait à peu près une quinzaine de processus métiers à changer dans ce fameux orchestrateur. Donc, il a fallu choisir dans quelle étape on voulait les migrer, faire cohabiter l'ensemble. Ce que Marie-Laure va vous expliquer, c'est que comme on n'a pas fait de Big Bang, il a fallu faire cohabiter les deux systèmes ensemble. Et on a trouvé un moyen. Finalement, la première étape qu'on a mis en place, c'est d'isoler l'ancien orchestrateur et de l'entourer avec Kafka et Kafka Connect pour faire en sorte de complètement l'isoler de l'écosystème. Et elle va vous expliquer pourquoi on a fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on a pu commencer à le découper. On vous expliquera comment on l'a découpé petit peu par petit peu. Et à la fin, on a eu aussi une grosse problématique. Notamment, on a beaucoup bossé sur l'aspect connecteur, donc Kafka Connect pour ceux qui connaissent l'écosystème Kafka, notamment pour s'intégrer avec ces magnifiques technologies, IBM-MQ, transfert de fichiers. Il a fallu qu'on deal avec ça pendant toute la durée de transformation et de transition. Et donc, on va commencer par la première étape qui était la partie encerclée. Donc, comme on a dit tout à l'heure, l'histoire commence par la gestion de commande. La première chose qu'on fait, c'est de récupérer le fichier qui vient de nos legacy. On passe par un premier connecteur qui nous met un premier topic, puis un autre connecteur, et on faisait une nouvelle MQ à DO, et c'est DO qui gardait toute l'intelligence, qui transformait, donc la commande, elle a besoin d'un transport, elle transformait tout ça dans un fichier de transport qu'on passait encore par un K-Connect, puis par des topics, puis encore un K-Connect, et puis la queue qui était utilisée par le legacy, donc complètement transparent pour la gestion de transport. Donc ça, c'est un exemple. Ok. Donc l'étape encerclée, qu'est-ce que ça nous a permis de faire en retour d'expérience? Déjà, d'avoir un premier historique dans OM, puisqu'on le mettait en place, les premiers topics Kafka. Ensuite, on a pu tester les premiers Kafka Connect avec les technos qu'on avait existantes, donc CFT, MQ, et on a pu les adapter avec les queues qu'on avait chez nous, chez Michelin. On a pu voir aussi comment on avait ajusté le système de batch, le fait que ce soit envoyé tous les 24 heures ou de façon hebdomadaire, avec de l'event-driven développement, puisque Kafka est plutôt prévu à la base pour LinkedIn, où il y a du flux en continu, et chez Michelin, c'était pas forcément vrai. Les commandes, je les recevais tous les matins. Donc il y avait moins de flux entre deux moments de batch. Donc on a pu ajuster, et surtout on a pu protéger en fait tout l'écosystème legacy qu'il y avait autour de nous. Et donc on n'a pas perturbé du mainframe, on n'a pas perturbé tout ce qui était autour de nous. Donc les 150 applications. C'est bleu, c'est brun. Yes. Donc à la fin de cette première étape, les 150 applis dont je vous parlais, ils se sont même pas rendus compte qu'un truc avait changé. Alors, dans les faits, on n'a rien changé, à part le fait qu'on a mis plein de trucs au milieu entre les applis et ce fameux orchestrateur. Mais si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas pu faire la deuxième étape, qui était d'opérer DO et pour le découper en petits morceaux pour finalement le tuer au bout du compte.
en vue très simplifiée, nos processus, ils ressemblent à ça. Alors, c'est très, 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 très simplifié. On fait des pneus, on les expédie vers un magasin, le magasin les reçoit, et des magasins, on les renvoie vers nos clients. D'accord ? Donc, c'est très événementiel, en fait. Même si tout était batché, ce sont des événements. J'ai une commande qui a été expédiée, une commande qui a été reçue, etc. Donc, on a créé des topologies qui correspondent un petit peu à ces processus-là. Mais il faut bien vous imaginer on retrouve nos différents contextes, donc nos commandes, l'optimisation et la livraison. Il faut bien vous imaginer qu'avant, on avait un orchestrateur dans lequel on avait implémenté ces processus. Et je vous ai dit, c'est un système Oracle avec une base Oracle. Donc l'exécution des processus se retrouvait dans une table Oracle qui avait, je ne sais plus, 2 ou 3 000 attributs, je ne me rappelle plus, qui suivait l'exécution de chaque étape. Donc on avait un petit peu customisé le truc. Mais c'est là où je vous disais tout à l'heure que la donnée, elle était dans cette base Oracle, et donc chaque exécution de processus se retrouvait dans une ligne de cette fameuse table avec 3000 colonnes. Donc là, l'enjeu, c'était de se dire, je ne veux pas remplacer tout ça en une fois, parce que j'ai beaucoup de systèmes, c'est très critique, etc. Donc comment je le découpe ? Et comment je le remplace par du streaming à base de Kafka et de Kafka Stream ? La stratégie qu'on a fait, c'est qu'on a démarré le travail par le découper par la fin des processus. Donc on a remplacé les dernières étapes de ce processus-là par un bout de topologie très simple. Donc là, on est sur la fin du processus et on a remonté les processus petit peu par petit peu. Donc on a remplacé ces processus-là par des topologies Kafka Stream jusqu'à couvrir l'ensemble du périmètre de nos processus et refaire la topologie de départ que je vous ai montrée. Et donc, comme en plus on avait encerclé notre ancien orchestrateur, finalement les applications émettrices réceptrices se sont doutées de rien. C'est-à-dire que quand on a progressivement remplacé les étapes par cette chorégraphie et ce streaming, on continuait à les alimenter dans leur bon vieux MQ Series, par fichier, etc. Et quand on a remonté, alors ça paraît simple comme ça nous a pris 3 ans quand même, puisqu'on avait 16 processus, je ne me rappelle plus. On avait une quinzaine de processus qui étaient bien sûr un peu tous différents, mais l'équipe que Marie-Laure représente a systématiquement appliqué cette stratégie de découper nos processus et de remonter donc de la fin vers le début. Et quand on a couvré l'ensemble d'un processus, on avait décommissionné ce processus, et au bout de 15 processus, on a décommissionné le vieil orchestrateur. Donc c'est comme ça qu'on a progressivement tué notre orchestrateur, sorti les données de la base de données pour la mettre dans des topics. Une fois que les données sont dans des topics, elles sont accessibles à tout le monde. Et vous pouvez les offloader dans un data lake si ça vous fait plaisir. Vous pouvez faire un data product, une data mesh, etc. On fait tout ça. Mais si on n'avait pas fait ça, on en serait encore à se demander comment je réplique ma base de données Oracle dans un data lake, quelle que soit la techno d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand on regarde tous nos systèmes ERP monolithiques aussi à base d'Oracle, mais ça serait pareil avec SAP, on se pose d'ailleurs toujours la question de comment faire monter les données de nos ERP dans nos data lakes. Et en fait, on n'y arrive pas. Parce qu'on n'a pas fait ce type de transformation pour mettre à disposition la donnée. Donc, moi, le message que j'ai vers le monde de la data, c'est faire tomber la donnée dans un data lake, ça ne se fait pas par magie. Il vaut mieux le faire à la source et demander aux applications qui gèrent ces données transactionnelles de les exposer. Alors, nous, on a pris Kafka. Vous prenez bien ce que vous voulez, du moment que c'est accessible. Si vous ne faites pas ça, vous faites comme nous, sur les systèmes ERP, pendant 5 ans, vous vous dites comment vous répliquez la donnée d'un ERP fermé vers un data lake, et vous n'y arrivez pas en fait. Au bout du compte, vous allez recréer dans votre data lake votre ERP en moins bien, avec des problèmes de qualité de données, une complexité, etc. Par contre, là, les données accessibles dans les topics, ça, vous les avez. Elles sont documentées, il y a des schémas, tu vas en parler. Tout ça est accessible facilement. Et donc, on a préféré mettre l'effort sur la déconstruction de notre monolithe, et après, on alimentera notre data lake. Ça sera plus simple dans ce sens-là. Et ça, j'ai dû dire ça en fait. Oui. Ouais, j'ai dit à peu près tout ça. Donc, mise en place des schémas. Donc, c'est un peu ce que nos amis de Criteo disaient, un Datadoc. Alors, donc, c'est des schémas de messages dans Kafka, mais c'est une façon de décrire. Quand vous faites de l'événementiel à cette échelle-là, donc 1200 topics, 400 microservices, partez du principe que vous recevez des événements pas dans le bon ordre, comme ça, vous n'êtes pas embêté. Architecture microservices, donc Kubernetes, etc. Donc, sur le papier, c'est super, ça découpe, c'est modulaire, c'est
c'est cool, on fait du Kubernetes, on peut venir vous en parler. Dans les faits à opérer, c'est pas si simple que ça. Il faut une bonne chaîne CI/CD, sinon on met des jours à déployer, etc. Ouais, des bonnes métriques, tout ce qu'il faut. Voilà, les bonnes métriques d'entrée de jeu. On a choisi Kafka Stream, on aurait pu partir sur Flink, peu importe. Du moment que ça fait du streaming, ça nous allait bien. Et vous avez compris qu'on a fait ça en mode agile, en mode MVP. Donc ça nous a pris 3 ans, donc je sais pas combien on a fait de MVP, une dizaine ou une douzaine. Approche itérative, ça nous évite du Big Bang, de la régression, des problèmes, etc. Ça coûte sûrement un peu plus cher avec la transition, mais à la fin, on a toutes les données de ces 15 processus cœur. Ça représente combien? Ça représente 28 milliards de nos 29 milliards de chiffre d'affaires. Ça passe là-dedans, quoi. Donc c'est critique, mais c'est dispo, c'est fait, et on n'a plus cet orchestrateur au milieu. Et du coup, la dernière étape, vu qu'on a reconstruit, vous avez bien vu, on a beaucoup de connecteurs. On s'est dit, est-ce qu'on n'a pas une opportunité finalement de parler avec certains systèmes directement de topic à topic? Donc là, la gestion de commande, de se dire, envoie-moi directement un Avro, m'envoie plus un fichier file, envoie-moi directement le schéma qui m'intéresse, et pareil avec la gestion de transport. Donc ça, c'est la dernière étape. On le fait petit à petit, puisqu'il faut amener les legacy à tout ça. Donc là, l'avantage, c'est que quand même, on simplifie les interfaces. On reste que en Kafka. On enlève du MQ, on enlève du CFT. Ça allège tout ça. Donc ça, c'est la dernière étape qui est un peu en cours. Et du coup, ce qu'on a déjà retenu, c'est que pour faire ça, il faut vraiment avoir une bonne gouvernance de ce qu'on appelle les Avro publics. Et en termes de retour d'expérience qu'on peut vous faire, c'est profiter, partager sur une plateforme des gestions de versions en disant j'ai tel type de version d'Avro, c'est le schéma 1, etc. Et comme ça permet de suivre les évolutions. Donc là, nous, sur GitLab, mais ça peut marcher sur n'importe quoi. Mais surtout aussi choisir le type de compatibilité que vous allez faire. C'est-à-dire que chez nous, on a décidé que les Avro, que j'appelle publics, en fait, c'est le producteur qui est responsable de la gestion. Et on a surtout choisi le forward transitive en termes de gestion. Voilà. Bon, du coup, le gros message de tout ça, c'est, je pense qu'on connaît tous des gros systèmes. On a tous des gros systèmes dans nos grosses boîtes. Et si on a pu le faire, c'est grâce à l'urbanisme technique. On a pu gratter petit à petit et puis faire en sorte de s'adapter au contexte. Donc, si vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Si on l'a fait, tout le monde peut le faire. Et surtout, on a profité, l'expérience qu'on a eue avec Kafka Stream, ça nous a donné l'élan de faire une librairie open source qu'on appelle Kastreamplify, donc qui se base sur Kafka Stream, qui va vous permettre de faire du bootstrapping, des mécanismes de error handling, du remapping dynamique de topic et des conventions de déclaration de topic. Donc ça, c'est open source. Si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on voulait vous remercier. C'était Olivier et Marie-Laure. Et comme vous avez compris, on travaille chez Michelin. Il y a tellement de bibendum dans ce truc. Donc si vous ne l'aviez pas compris. Donc voilà, et vous avez donc les blogs de posts de Michelin et puis toute la partie open source Kastreamplify. Si vous faites du Kafka Stream, utilisez-la, faites-nous des retours, faites-nous des PR, on sera super intéressés. J'avais un commentaire, on parle toujours des blogs IT, de Netflix, des grandes boîtes américaines, mais il y a un blog IT, Michelin, qu'il faut suivre. Et je pense que c'est une priorité. Il faut d'abord lire ce que nos Français font, parce que vous êtes à la hauteur largement de tous les autres. Donc je trouve que vous ne faites pas assez de pub sur blog IT. Voilà. Là, on essaye. Ça marche, génial. On a le temps pour une question ou deux, parce qu'on est dans les temps. Je ne sais pas s'il y a un volontaire, une volontaire. Déjà, merci beaucoup. Moi, je me demandais, d'un point de vue organisationnel, aujourd'hui, vous faites comment? Vous avez une équipe Data Ops qui a développé justement ce que tu parlais de déploiement. Et j'imagine que c'est un boulot qui est monstrueux.
tous les data contribuent ou vous avez une équipe centrale qui préconçoit ce genre de choses et tout est utilisé par la suite? C'est une super question, parce qu'on n'est pas très content de cette partie-là en plus. Donc on a une équipe qui a, vous l'avez compris, qui a tué cet orchestrateur pour le remplacer par cette complexité-là. Donc on n'a pas vraiment adressé le problème de charge mentale, puisqu'en fait cette équipe gère le même périmètre, y compris toute la partie déploiement, donc tous les pipelines, CI/CD, etc. Donc c'est une équipe qui le fait aujourd'hui. Donc Marie-Laure fait partie. Vous êtes combien dans l'équipe? 10, 12? Ouais, 10 personnes, et quand on part en prod, même si c'est modulaire, microservices, blablabla, ça reste un challenge. Donc, c'est une équipe qui gère ça. Et on voit poindre un problème organisationnel amené par nos amis de la data, on voit des équipes data qui ne sont pas très Kafka, event-driven compatibles. Et donc, qui viennent nous voir en disant, mais comment je consomme votre truc? Vos topics, c'est bien, mais moi, j'ai du Databricks, je sais pas, il y a un problème de gouvernance de données d'ailleurs, à quel topic je me connecte. Puis du coup, quand ils vont dans le catalogue, ils comprennent rien aux données. Il y a des parce que cataloguer la donnée aide pas forcément à la comprendre. Faut quand même, il y a un petit peu de métier derrière. Il y a des problématiques ce sont des vrais messages de la vraie vie. Donc une commande chez Michelin avec des centaines de lignes, c'est une structure un peu compliquée. Sauf que avec Spark Streaming, ça aime pas bien, ça préfère des formats un peu flat plutôt que avec beaucoup de nested, etc. Donc on a aujourd'hui, la donnée elle est disponible, elle est consommable, sauf que le monde de la data n'est pas encore, en tout cas chez nous, pas chez vous, mais chez nous, et ils ne sont pas encore complètement event, real-time, et donc il y a un petit schisme organisationnel, et ça frite un peu, au bord ça frite, ouais. Mais c'est du change, quoi. Et puis les technos nous aident pas, quoi. Donc quand Databricks d'un côté, Kafka Stream de l'autre, on va y arriver. On n'a jamais été aussi proche de régler le truc. Merci. Pas de questions? Non? Une dernière question. Comment vous faites la veille technologique? Parce que bon, il y a plein de technos. C'est quoi? C'est des POC sans arrêt? C'est des MVP qui s'enchaînent? Ouais, c'est aussi un bon exemple. Quand on a lancé ça, on travaillait déjà un petit peu avec Kafka et Confluent, qui est l'émanation de LinkedIn qui fait business autour de Kafka. Et en fait, on a fait un POC. Et quand on est arrivé avec nos gros sabots en disant votre orchestrateur qu'on a mis 5 ans à construire, on va tout le remplacer par de l'événementiel et du streaming, on ne nous a pas cru sur parole. Donc on a fait un POC. Et sans surprise, le POC a été plutôt un succès. Ce qui nous a bien aidé pour vendre l'idée qu'on allait tout refaire avec cette nouvelle techno. Et on procède beaucoup comme ça, en fait. On procède beaucoup en POC. Dans le monde de la data, où ça foisonne de techno en ce moment, on fait que des POC, en fait. Et il y a un POC sur deux, on décide de ne pas prendre. Donc, on a fait des POC sur Snowflake, on fait des POC... on va faire un POC avec Google Cloud pour voir si ça peut nous aider, notamment sur la partie analytics. Donc, on fait beaucoup de POC. Et une fois sur deux, on décide d'y aller. Et quand on décide d'y aller, on passe par une phase d'industrialisation, un peu comme ce que nous a fait voir Criteo, c'est-à-dire que les fameux Golden Pass, on s'y est mis aussi, et on essaye de donner des outils prêts à l'emploi à nos équipes pour pas qu'elles aient à se taper toute l'industrialisation et qu'il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été répondues. Donc on procède par POC. On maintient un radar, un peu comme Southworks. Alors, il est quand même moins bien que celui de Southworks, c'est le nôtre. Mais c'est le principe du radar où en fait on fait apparaître des technos plutôt au bord du radar en disant c'est des trucs qu'on va regarder. Et puis il y a des trucs qui vont jamais au cœur du radar, qui sont jamais en adopt, parce que la promesse n'est pas là ou parce que on a changé d'avis. Et on l'a pas open sourcé, mais on peut le partager. On a pas mal de technos dessus, sur mon pro d'ailleurs.